Bienvenue à la table ronde qui nous convoque aujourd'hui. Nous allons parler des nouvelles technologies pour le développement territorial dans les secteurs émergents et traditionnels. Notre cadre est le territoire base de l'innovation, réactivation de l'économie sociale et environnementale, des stratégies novatrices pour une période après pandémie vers des territoires collaboratifs. Laissez-moi me présenter. Je suis Gustavo, maîtrise en économie par l'État de Buenos Aires. Je suis un passionné de la technologie, de l'innovation, les nouvelles entreprises et la collaboration internationale. Depuis décembre 2015, je suis directeur de relations internationales à la mairie de La Plata, qui est la quatrième ville de l'Argentine. C'est un exemple de ville planifiée avec sa cathédrale renommée. C'est là où l'entreprise globale est née. Je représente dans cette activité l'unité thématique technologie et innovation des Merco. Nous sommes depuis La Plata, la ville coordinatrice. Alors, je remercie de manière formelle à Mercociudades, Mercoville, à CGLU et à l'organisation de l'événement de nous avoir accordé cette opportunité et l'espace. Je vais vous mentionner comment nous allons développer l'activité d'aujourd'hui. Nous avons 1h30 de séance de cette table ronde. Après mon introduction, nous allons commencer notre bloc d'intervention des participants. Il y en a 4. Et dans le premier bloc, nous avons, chaque participant aura 10 minutes pour se présenter. Après ce premier bloc, nous allons ouvrir l'espace pour 15 minutes de questions et réponses dans la salle, pour finalement ouvrir le deuxième bloc où chaque participant disposera de 6 minutes pour réaliser sa présentation, et nous allons finir avec une synthèse et des synthèses et des conclusions sur ces thématiques, les thématiques que nous avons traitées. Laissez-moi vous donner quelques idées à propos de la thématique que nous allons travailler. Nous disons que l'innovation, les nouvelles technologies facilitent le développement du modèle alternatif de consommation et de production et contribuent à la croissance juste, équilibrée et durable. Dans un contexte où la vinculation avec la technologie est plus important que jamais, il est fondamental de réfléchir à son pouvoir dans l'amélioration de la vie des personnes, le besoin de garanties d'accès universel et l'application des connaissances aux processus d'innovation sociale, économique et sociaux. Il est clair que les gouvernements locaux, les villes, ont gagné l'espace dans le contexte global, et c'est dans les villes où les gens travaillent, habitent, voyagent, et c'est là, dans les villes, où les réponses doivent être posées pour les défis. Et la pandémie actuelle a défié ces gouvernements locaux en présentant des changements dans leurs agendas de développement. Et je comprends que l'accélération de ce processus est une grande opportunité par rapport à des sujets environnementaux, la réduction des gaz à effet de serre, des recherches de carbone neutral, des mobilités durables, des économies circulaires et d'autres. Nous devons créer les conditions dans nos territoires qui permettent de faire face à de tels défis. Je me suis permis de rédiger une question pour les 4 participants comme un déclencheur en tenant compte de vos expériences. Comment considérez-vous que l'application des connaissances et des nouvelles technologies peuvent contribuer à la promotion du développement durable et équitable? Quel rôle croyez-vous que l'innovation et les nouvelles technologies pourraient avoir dans la récupération? Quel serait l'aspect critique pour accélérer
la contribution et la réactivation. Donc, cela dit, je vais donner la parole à la première oratrice, elle est Leire Madariaga, directrice de transformation numérique et d'entreprise du gouvernement basque. Anciennement, elle était directrice des relations intérieures et la maîtrise en sciences économiques et de l'entreprise de l'Université commerciale de Dr Marcel en études européennes, l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Une partie de son expérience professionnelle a été centrée sur les relations internationales, en particulier à la commercialisation des services, en particulier ceux avec des hauts composants techniques. Leire possède en plus de profondes connaissances de la politique commerciale et les relations avec des organismes internationaux. Elle a participé dans des séminaires et des journées où l'objet était l'agenda 2030. Elle était sous-directrice générale d'Esperi, agence de développement du Pays Basque. Donc, Leire, quand vous serez prête, je vous donne la parole. Votre micro est fermé. Je m'excuse. Merci beaucoup, Gustavo, pour ta présentation. Et en premier lieu, je remercie tous les organisateurs du forum. Ce n'est pas la première fois que je participe de ces forums. Et aujourd'hui, nous devons tous être connectés par ces moyens. Et remercier bien sûr Cordoba, l'Argentine, pour son invitation, espérant bientôt de nous réunir dans le prochain forum. Je voudrais, dans ces 10 premières minutes, avant de commencer à répondre à ces questions que Gustavo posait, je voudrais poser ces 10 minutes pour expliquer comment, au Pays Basque, nous traitons ce défi que c'est la transformation numérique, que comme Gustavo le disait, et que l'on parlera, il a ses implications sur tout ce qui concerne le développement économique des territoires. Oui, no se me pasa. Estos son los problemas del directo. J'ai un problème pour passer ma diapo. No la veis, ¿no? No veis la siguiente. Vous ne voyez pas la suivante, n'est-ce pas? No se ve. Ahora. No, Leire, yo estoy viendo. Ahora estoy viendo sí. solo el primer slide. Y ahora no veis. Sí, Leire, ahora sí vemos. Ahora vemos la segunda con la... Ahí sí. Exacto. Là, on voit. Pues igual quería ir al anterior, se ha bloqueado. C'est bloqué. Il y a quelques éléments du Pays Basque. C'est un territoire, c'est une communauté autonomique au nord de l'Espagne. Il y a beaucoup d'éléments là, mais pour moi, c'était intéressant. C'est un petit territoire de 2 millions et un peu plus de personnes. C'est un territoire industriel. 24% du PIB, ça vient de l'industrie. Et nous entendons qu'une grande partie de la compétitivité de l'industrie vient de parier sur la technologie. Et les agents technologiques des réseaux, les parcs technologiques, les universités, notre PIB est consacré à cela. Et j'aimerais parler des 2 éléments du secteur des technologies, de l'électronique, information et communication. Dans cette approche de la communication, où vous le voyez, il y a une grande facturation, plus de 2000 partenaires dans les clusters. C'est une politique de clusters très enracinée.
plus de 20 000 employés. Et simplement pour nous situer dans l'indice de numérisation de l'Union européenne, dans la dernière révision de l'année dernière, on a occupé la 7e place en ce qui concerne l'Union européenne, où il y a une moyenne de 71,%, où la connectivité, la technologie numérique et le capital humain, nous sommes très bien positionnés. Par contre, dans l'utilisation des services Internet, c'est où nous avons le plus de retard. Nous pensons qu'après la COVID, on va le rattraper, mais il y a un secteur d'amélioration. Et si on voit d'autres pays, on conclut l'importance de la transformation numérique de l'administration publique. C'est l'approche que nous voulons donner à la citoyenneté parce que nous pensons que sur la base de l'usager, à l'efficacité et à travers le leadership et de la collaboration publico-privée, ça doit être un moteur de la transformation numérique pour la citoyenneté, mais aussi pour les sociétés et pour tous les territoires. La stratégie que je vais expliquer, c'est une stratégie qui a été approuvée le 30 mars par le Conseil du gouvernement. Elle a été structurée en 3 dimensions qui présentent les éléments sur lesquels on va viser. Et on voit de quoi nous parlons, les 5G, l'intelligence artificielle, la biosécurité, à travers une série d'habilitateurs qui sont les canaux sur lesquels on peut arriver aux différents domaines d'application, des domaines en allant de l'industrie, la justice, l'éducation, l'environnement. Et ce dessin peut peut-être mieux le montrer. Ce sont des habilitateurs de soutien, les entrepreneuriats, l'achat public innovant à travers une série de vecteurs et de lignes d'action. Et c'est la manière sur laquelle on prétend donner impact la santé, le bien-être, l'environnement dans tous ces domaines. Et c'est l'objectif que l'on réunit en un seul objectif, renforcer les potentiels, contribuant à la transition, à la célèbre transition. Nous, dans le Pays basque, on a identifié l'énergie énergétique environnementale et le social et sanitaire, que même si on est dans un moment post-pandémie, n'est pas moins importante. Très rapidement, les 4 vecteurs sur lesquels on veut agir, je ne veux pas passer. Il se concrète en des lignes d'action. Je ne vais pas lire ce que chacun indique, mais peut-être pour le résumer, le premier vecteur, que l'on appelle initiative singulière, c'est la collaboration interinstitutionnelle dans des projets singuliers qui exigent le travail des différents agents publics et privés. En deuxième lieu, pousser et avoir un écosystème intégré, une coopération entre les agents du territoire, l'intégration des capacités network. En troisième lieu, les domaines des compétences numériques. La technologie va peut-être plus rapide que les citoyens, les organisations, les entreprises puissent absorber et très inspirée dans l'importance que l'Union européenne donne aux compétences numériques. Et en concret, l'importance du talent, d'attirer des talents, d'engendrer du talent. Et enfin, comme gouvernement, nous devons faciliter que les entreprises mettent en marche leurs projets à travers des services publics adressés aux PME, parce que là, on parlera d'inégalité. Ce n'est pas la même manière dans laquelle on aborde la transformation numérique, une grande société qui a beaucoup de ressources qu'un autre qui n'en a pas. Ça, c'est aussi une des ne sont des indicateurs de ces stratégies, ne
nombreux. On essayait de nous centrer sur des indicateurs d'impact, non pas d'activité. Et c'est là que vous verrez que la source d'indicateurs ne sont pas des sources d'élaboration propres. Et enfin, parler du budget. Comme Gustavo le disait, je travaille dans le département de développement économique et depuis ce département, on aborde la transformation numérique avec un budget pour les 5 prochaines années de plus de 5 millions d'euros. Mais l'impact à l'innovation, l'impact en technologie, c'est quelque chose qui est recueilli dans tous nos budgets pour le reste des secteurs du gouvernement, en allant de la santé, la gouvernance interne de l'administration publique, du gouvernement basque. Nous avons notre propre police, la numérisation de la police, c'est très important aussi. Et c'est de là qu'on a voulu identifier tout cet argent. Nous avons fait une projection à 5 années et ce que nous voulons consacrer à toute la numérisation, l'innovation et la technologie. En résumé, je n'ai pas de problème si vous me demandez de partager ces informations, si l'organisation le veut, mais les leviers technologiques avec les canaux et à travers un plan stratégique avec des lignes d'action prétendent impacter dans ces 14 domaines d'application, chacun très différent entre eux et ayant chacun ses particularités par rapport à l'inégalité. Je reste là dans cette première intervention pour contextualiser comment on aborde la transformation numérique dans le Pays basque. Merci, Gustavo. Merci, Leire. Merci de partager ces premières idées. Très, très intéressant les sujets que tu as touchés, que tu as abordés. On va voir comment on va continuer avec les idées de tes collaborateurs. Je présente maintenant le prochain expositeur, Marcelo Facina. Marcelo est exécutif principal des cités intelligentes et mairies numérisées de la corporation. Il a un diplôme de sciences politiques à l'Université de Brasilia avec des maîtrises dans l'Université de Rotterdam et politique publique. Il travaille à la frontière entre la technologie, développement urbain et gouvernance depuis plus de 10 ans avec une expérience avec des projets de coopération technique et financement dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la Colombie, le Paraguay et autres. Alors, très intéressant. Et si tu es prêt, je te donne la parole. Merci, Gustavo. Merci de l'invitation des organisateurs. Je vous félicite vraiment de cet événement important avec beaucoup de participation et je salue le reste des orateurs. Effectivement, je suis l'exécutif principal dans Devises Intelligentes d'État, qui est une banque multilatérale avec la présence de 19 pays de la région et le Portugal et l'Espagne de l'Europe. Et nous travaillons maintenant dans des projets de transformation numérique avec une approche spéciale dans des pays comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique, mais aussi avec des initiatives ponctuelles ailleurs. Gustavo, je ne vais pas faire une présentation, mais je vais vous donner quelques réflexions par rapport à la question d'origine et un peu du travail que nous faisons et les défis que nous identifions au long de ces activités. Mais ce que je vais mettre en évidence, c'est que nous nous trouvons dans un contexte adéquat pour l'utilisation des technologies. Il y a une croissance d'outils exponentielle pour être utilisé dans notre contexte. Et un mouvement progressif et qui n'a pas fini, déconcentration de la population dans les secteurs urbains.
Ce caractéristique qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est accru par le contexte de la pandémie. Et ceci a mené à l'utilisation des données et des technologies. Nous pouvons le comprendre, la pandémie a été un catalyseur du changement. L'utilisation des technologies est un impératif. Et je dirais que c'est également un essai pour les prochaines décennies et le changement climatique du futur. Le changement est l'un des exemples que nous avons dans ce sens. Et ma réflexion est que la technologie est un élément du territoire, mais qui prend de différentes formes dans l'espace. Et elle est présente dans les différentes parties de la société, que ce soit le genre, la race. Il faut penser comme chaque groupe le pense ou interagit avec ces technologies. Mais elles sont là. Mais cela implique que nous générons tous des données, que ce soit à travers nos mobiles, l'utilisation des données personnelles dans les pages que nous visitons et les services auxquels nous accédons, privés et publics, que ce soit en marchant dans la rue. Mais il faut dire que actuellement, nous trouvons au début de ce que c'est une journée des données, de l'amélioration, de l'utilisation des données pour l'amélioration des personnes. Comment les gouvernements peuvent utiliser mieux les données pour aider avec l'action des personnes ou sans l'action des personnes. Et les nouvelles technologies peuvent contribuer au développement durable et équitatif. Des trois manières principales. En améliorant la compréhension du problème, en soutenant les acteurs dans l'utilisation de ces données pour que cela devienne plus rapide et en créant les espaces pour une interaction positive des acteurs dans les territoires qui offrent des solutions innovatrices destinées aux besoins du public. Et en pensant à l'amélioration de la compréhension du problème, il existe trois alternatives possibles. Une capacité très grande de réflexion des données à travers des capteurs, des caméras, pluviomètres, radars, stations météorologiques, etc. Nous avons aussi la capacité de recollection de données, indicateurs économiques, sociaux, et en plus, nous avons la capacité, avec la technologie, d'organiser les données d'une manière plus efficace à travers l'utilisation de l'informatique dans le nuage, la recollection et la publication de ces données par des standards ouverts. Et les technologies nous permettent aussi à contribuer au développement durable en réduisant le coût de participation des personnes, que ce soit à travers des plateformes de participation des citoyens, à travers les plateformes numériques que nous avons à notre disposition tous les jours, comme les réseaux sociaux, par exemple. En parlant un peu de soutenir les utilisateurs à utiliser les données de manière plus efficace et rapide, qui est aussi une contribution de la technologie. La technologie peut faciliter l'organisation de la lecture de ces données à travers l'utilisation d'une série d'outils, comme par exemple les caméras, qui ont une technologie incorporée pour la capacité de lecture d'objets, lecture des personnes, ce qui est lié également à la question de la privacité, mais aussi dans l'automatisation de la lecture des documents très longs, par exemple en analysant le langage. Mais là, je dirais que la création des espaces d'interaction positive entre les acteurs et le territoire est clé, est essentielle pour pouvoir avancer et passer de la technologie vers l'utilisation et changement effectif de la vie des personnes. Par exemple, par rapport à ce que Lady vient de dire, l'intégration du public et privé est au centre de ce processus de transformation. Donc, pour avancer un peu plus sur les réflexions associées aux aspects critiques pour assurer l'utilisation de la technologie pour contribuer à la réactivation de l'économie, je crois que le rôle des gouvernements est essentiel. Il est important que ces gouvernements disposent d'une vision claire et des équipes très bien formées. Et je trouve que c'est très bien qu'il a bien mentionné cet aspect dans le Pays basque. Et en Amérique latine, il y a des villes qui ont de pôles stratégiques de transformation numérique, mais parfois
cela n'est pas très effectif comme on l'espère, mais parfois on ne dispose pas avec d'équipes bien structurées pour mener à bien ces projets. Il faut avoir des structures de gouvernance bien construites et des fonctionnaires publics formés pour comprendre ce qui est la complexité de cet agenda, qui puissent faire les adaptations nécessaires. Comme une vision stratégique n'est pas un plan qui doit être suivi pour chaque produit. Ce que Leila dit à ce propos est très intéressant, de mesurer à travers des indicateurs d'impact. Un autre aspect critique que je trouve important, c'est qu'il faut construire des territoires, des situations qui soient connectées et perméables aux idées qui surgissent dans le territoire, la ville, mais aussi ailleurs. Il est important d'avoir des villes qui puissent écouter leurs citoyens, qui puissent incorporer leurs expectatives, leurs attentes des citoyens aux politiques publiques. Et il est aussi important que ces villes et ces territoires, les gouvernements locaux et les écosystèmes locaux soient connectés aux bons exemples qui surgissent tous les jours par rapport à l'innovation technologique ailleurs. Et c'est là que réside l'importance de participer à des débats nationaux et internationaux. Et je félicite à nouveau l'espace que le forum offre pour ce type d'interaction et dialogue. Je crois, et je coïncide beaucoup avec ce que Gustavo vient de dire. Il y a un rôle très important de la coopération internationale dans ce processus et des banques comme CAF. CAF fonctionne comme un agent qui connecte de bonnes idées et des bonnes pratiques à travers l'élaboration des produits, des connaissances, des rapports. Et là, nous avons une liste très importante des documents et des connaissances produites pour ces sujets liés à l'agenda GovT, aux stratégies d'abus stratégiques des données et d'autres sujets, mais aussi organiser et participer à des débats qui permettent une distribution de ces bonnes pratiques et un peu plus associé à l'ADN, un moteur du développement, qui est un agent qui permet le soutien au déploiement des activités d'infrastructure, de connectivité plus étendues, mais qui comprennent le point de vue des connaissances qu'il génère, qu'il est important des infrastructures des données à partir des serveurs, tous les matériels nécessaires et tous les processus nécessaires qui ont un impact dans tout cet agenda. Et bien sûr, la conception du service numérique peut être financée dans le cadre des opérations. Mais en plus, CAF et les banques de développement en général veulent vraiment soutenir des projets innovateurs à travers des projets techniques, à travers les frontières des connaissances pour pouvoir soutenir la création de ces bonnes pratiques qui nous intéressent beaucoup, les distribuer et les répandre. Et finalement, je voudrais mentionner un troisième aspect critique que je trouve nécessaire par rapport à l'utilisation des technologies dans le contexte du développement local. C'est avoir des mécanismes clairs pour mettre en marche. Et je peux mentionner l'achat public parce que même s'il y a plusieurs initiatives dans la région que je trouve très intéressantes, qui surgissent, des élaborateurs partout, non pas seulement en Amérique latine, il y a encore une réalité très présente qui est ce que nous avons. Death by the Pilot. Il y a beaucoup de pilotes très intéressants, très innovateurs, mais finalement, ils ne parviennent pas à générer un impact concret dans toute l'étendue du territoire parce qu'ils n'ont pas la capacité d'escalade. Et l'escalade passe par le développement d'achats publics qui soient parfaitement alignés avec la législation. Et là, c'est un sujet très important aux organes de contrôle qui font effectivement leur travail très légitime avec des sujets liés à la comptabilité qu'il faut avoir, que le gouvernement doit avoir. Ici, dans la région, nous avons des exemples très intéressants. Au Brésil, il y a tout un travail réalisé en coordination avec le tribunal de compte, qui compte avec un laboratoire d'innovation pour répandre les pratiques
des commandes technologiques, comme nous les appelons ici au Brésil, pour l'achat public, pour l'innovation. Et plus récemment, nous allons travailler à un travail avec Bogota d'une journée d'innovation dans le district, dont nous allons pouvoir identifier les processus d'achat public pour l'innovation, mais aussi les propositions de stratégie d'escalabilité des solutions. Je finis ici, je laisse un peu d'espace aux contributions des collègues et j'écoute la discussion. Merci beaucoup à tous. Merci Marcelo. C'est très intéressant. Nous savons que CAF est un repositoire de connaissances et des bonnes pratiques. Donc, merci de tes mots. Je vais donner la parole maintenant au prochain orateur, Ike Banenmele. Il est chef de la section des technologies publiques de la ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Il dirige le programme Technologie publique d'Amsterdam, dont l'objectif est faire que les nouvelles technologies soient au service de tous les citoyens. Le programme Technologie publique étudie l'impact des nouvelles technologies sur la ville, expérimente sur comment celles-ci peuvent contribuer au développement local. Il est en plus responsable d'une série de projets innovateurs dans l'espace public, les infrastructures et la propre organisation du gouvernement. Par exemple, il a travaillé dans des projets de souveraineté des données à Amsterdam, la mise en marche de la stratégie d'intelligence artificielle à Amsterdam et l'agenda sur intelligence artificielle. Il est actif dans l'ambiance des droits numériques comme l'un des initiateurs des droits numériques. Alors, Ike, quand tu seras prêt, la scène est à toi. Muchas gracias. Merci beaucoup de votre présentation et de me recevoir. Je vais partager quelques-unes de mes diapos pour que vous puissiez lire dans votre langue. Mon espagnol est très mauvais, donc j'ai fait confiance au travail des interprètes. Je suis là pour le travail dans la ville d'Amsterdam et c'est pourquoi aussi ce que j'ai fait dans la coalition des villes pour les droits numériques. C'est un réseau de villes et comme je le disais auparavant, je vais partager deux sujets. L'un d'eux, c'est l'objectif et l'ambition des villes pour défendre les droits numériques. Et d'un autre côté, c'est le cadre qu'utilise la ville d'Amsterdam, particulièrement. Les droits numériques ne sont pas garantis pour tout le monde. On ne peut pas attendre que l'entourage numérique soit sûr pour tous. Ce n'est pas de la sorte. Apparemment, non pas tous les gens ont accès à l'Internet et ça s'élargit d'une manière très rapide. Je pense qu'il est important qu'en tant que ville, on reste ensemble parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas de la COVID, ce n'est pas la même chose que quand on parle de soutenabilité ou quand on parle de développement local. Comment est-ce qu'on peut assurer et comment on peut confier aux académiciens toutes nos connaissances? Comment nous assurer que toutes nos voix soient écoutées? C'est là où les villes ont plusieurs rôles. L'un, c'est être la voix des citoyens, s'assurant que, comme chaque gouvernement, ce sont des acteurs très importants qui collaborent avec notre association. Et je pense que cela nous aide
Et c'est un problème dont on doit s'occuper. C'est une coalition de niveau global. De quoi il s'agit? Quelle est la voix qui doit être écoutée? D'un côté, les droits numériques sont la première partie. Il s'agit d'innovation, il s'agit de l'accès à l'Internet, il s'agit de l'alphabétisme numérique. Pouvoir accéder à tous ces outils, s'assurer aussi de créer et de faire des revenus sur ce que l'on engendre. Ce sont beaucoup de mots, mais dans un sens, il s'agit de que tous les gens puissent confier à la technologie et pouvoir avoir accès, pouvoir comprendre de quoi il s'agit et qu'ils puissent participer. Je vais vous donner des exemples. Le premier, c'est beaucoup de mots. J'ai essayé de traduire ma présentation, mais en quelques mots, c'est notre initiative que depuis très peu de temps, nous avons mis en place. Quelques-uns de ces exemples nous ont aidés à créer différentes agglomérations de différentes compagnies en utilisant la connaissance, en incorporant l'impact politique, la numérisation des services civils. C'est quelque chose que notre maire prend en compte. Beaucoup de personnes parlent de ce qui n'est pas juste sur ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi il y a différentes initiatives qui ont démarré. Cela n'a pas été traduit, mais pendant la pandémie de la COVID-19, qui s'est largement répandue, les propriétaires de commerce et d'autres appartenant à des grandes entreprises nous ont dit, dans cette instance, on n'a pas la forme de créer des grands départements de logistique. Et beaucoup de marchés locaux n'avaient pas la possibilité de faire face à d'autres grands comme Amazon ou d'autres commerces internationaux beaucoup plus importants. Alors, en quelques mois, les commerces ont commencé à se vider et cela nous a montré que le rôle du gouvernement devrait nous forcer à nous assurer que cela soit juste pour toutes les compagnies, pour tous les individus. Nous avons travaillé sur ce sujet et nous avons créé aussi des régulations et des normatives pour régler les marchés des données. Nous avons essayé aussi parce qu'il fallait donner l'accès à l'Internet, mais il fallait aussi aider les compagnies, les sociétés à régler ces problèmes. Si on ne le faisait pas, ce n'était pas possible de pouvoir donner l'accès à l'Internet pour tous. La situation de COVID a aidé que Amsterdam et d'autres villes prennent aussi l'initiative pour la transformation vers la numérisation, surtout des espaces publics. Quelque chose que je voudrais dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est de savoir comment certains espaces ont été repensés. Beaucoup a été donné à des tiers, à des grandes sociétés. Avant de parler un peu de la technologie et des données, c'est seulement un seul aspect de la ville.
Nous nous sommes rendus compte the more we talk about digitization, please be aware that humans should be in control. And if you ask all the data, you get a different image of a neighborhood instead of. C'est l'être humain qui and this is of course a pity contrôle la technologie. When the slide you want to show is not leading. Là, il y a la diapo. Je ne retrouve pas la diapo que je voulais montrer. Mais sur ces dernières minutes, je voudrais partager avec vous. Ce concept qui n'est pas lié simplement avec la transformation numérique, mais avec de nouvelles visions pour pouvoir voir comment se développer dans des économies locales ou dans des domaines ruraux. Comme l'introduction de cette session le dit, on peut voir différents modèles. En voyant ça depuis une perspective économique ou numérique. On voit comme cela peut être regroupé dans une visée beaucoup plus globale pour voir ce qui est important. Et nous n'avons pas une réponse définitive à ce sujet, mais nous avons essayé différentes perspectives au niveau local et régional. Et on sait que c'est un modèle où l'économie circulaire est active de différentes manières. Alors, comment traduire cela en stratégie nous permettant de réutiliser des produits? Si on pense à la trace de carbone, le centre de données que l'on a, comment ils sont affectés, comment ils affectent l'environnement. Dans ces images, on peut voir comment on peut incorporer différentes perspectives. On peut prendre le contrôle des sociétés depuis le gouvernement local et en deuxième lieu, nous ne devons pas attendre. Nous pouvons être en tête de certains sujets depuis ma profession, que c'est l'infrastructure technologique. Depuis cette perspective, tout n'est pas lié à la technologie, mais engendrer cette économie circulaire, et c'est pour cette raison qu'il est impressionnant de voir comment on peut mettre ces instances. J'aimerais dire autre chose dans cette introduction. Je le laisse là, mais je donne la parole à Gustavo. Très intéressant les projets que vous menez à bien à Amsterdam. Alors, il faut comptabiliser la technologie avec les processus de gouvernement. C'est un grand défi. Alors, nous allons passer au quatrième expositeur de cette table ronde. Je voudrais présenter Jean-Francisco Delgado Morales. Il est le vrai vice-président exécutif de la Fondation européenne d'innovation en tech et il est sénateur de l'Union européenne, associé au G20 pour des secteurs d'inclusion. Il a été CEO de Global Endurance. Il est psychologue. Il a une formation en psychologie, innovation sociale et nouveau leadership citoyen. Il a été aussi directeur du master d'innovation sociale de l'Université d'Andalousie. Il a été choisi en 2010 président de l'Association espagnole des centres de communication. Il a été aussi membre du Conseil européen de Living Love et il a été l'expert de la Commission européenne. Entrepreneur à Silicon Valley et professeur du master d'accessibilité et Smart City. Jean-Francisco, si vous l'écoutez.
Bonjour. Merci de m'avoir aidé à me connecter. Je ne parvenais pas à activer le microphone. Merci, Gustavo, de votre présentation. Merci à Lady et à Marcelo de vos interventions, parce que je crois que vous avez donné un aperçu important des points de vue, et je voulais remercier Paula qui a été là pour s'assurer que ceci allait bien fonctionner, et de femmes de m'avoir invité de participer dans ce forum. Comme l'a déjà dit, j'ai eu l'opportunité de participer dans d'autres occasions. Heureusement, ça a été, mais j'ai été là. Parce qu'en Espagne maintenant, au moins, nous commençons à avoir. Je viens maintenant d'un événement qui a été présentiel après beaucoup d'événements virtuels. Et c'est un bon signe. C'est un bon signe pour l'humanité que les vaccins fonctionnent vraiment et que les vaccins ou la vaccination avance de manière très progressive. Nous espérons que le vaccin arrive bientôt au reste du monde et qu'il puisse atteindre ces mêmes circonstances de normalité. Donc, merci de m'inviter, et parce que c'est un plaisir, même si c'est virtuellement, pour collaborer avec vous. Gustavo, tu disais au début une question que je vais essayer de répondre rapidement. Je ne vais pas raconter mon livre, mais je vais essayer de répondre. Quel est le rôle de la technologie dans le développement durable? Mais il faudrait savoir ce que le développement durable, parce que nous ne comprenons peut-être tous pas le développement durable, parce que dans les circonstances laissées par la pandémie, le développement durable passe aussi par le redimensionnement économique de ce que nous pensions avant la pandémie, des choses qui étaient d'une manière avant la pandémie et qui maintenant sont différentes. Par exemple, le développement de la transformation numérique dans le monde. Bon, nous savons bien que nous avons avancé en 6 mois ce que nous aurions avancé pendant un moment normal, entre guillemets, en 10 ans. Donc, on a avancé dans tous les domaines. On a énormément avancé. C'est-à-dire qu'on a tellement avancé qu'il semble que le meilleur est d'avoir ce que je viens de dire, des relations personnelles directes, parce qu'il y a un encombrement, parce qu'il y a beaucoup de vous qui, vous êtes toujours, vous lisez, passez beaucoup de temps à lire vos messages, vos courriers, parce que vous avez des responsabilités liées au courrier électronique. Je crois que sans être une statistique qu'on peut transférer au global, je crois que nous avons tous un encombrement, des encombrements de courrier électronique, parce que nous avons numérisé pratiquement toutes les relations de travail, personnelles, sociales. Et ceci génère un encombrement. Donc, pour entrer dans la question, je crois qu'il y a 3 questions importantes associées à l'utilisation de la technologie pour le développement durable, en supposant qu'il y ait un consensus sur ce qui est le développement durable. Tout d'abord, il est très important. Il encourage la transparence, c'est-à-dire que ce qui, pour quelqu'un, détermine un niveau quant à la réduction de l'empreinte du carbone, ça c'est mesurable. Ça c'est mesurable au Brésil, à Amsterdam, à Londres, c'est-à-dire que cette transparence est donnée par la technologie numérique qui soutient la mesure
par exemple, pour l'obtention de la diminution du carbone. Et ça, c'est un bon signe pour le développement du monde. La transparence, très importante. Il est également important du fait que ceci peut être partagé, comme nous le faisons maintenant. Je m'entends moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un a son micro ouvert. Et maintenant, je m'entends bien. La transparence et la possibilité de partager, qui est très important parce que en partageant, nous apprenons. En partageant, nous sommes capables de changer beaucoup des choses que nous avons faites. Et en partageant également, nous pouvons faire parvenir à des personnes qui n'avaient pas peut-être la possibilité d'apprendre certaines des choses que nous faisons. Quand nous partageons des plans, nous partageons aussi des formes de faire les choses. Nous avons entendu Leire, Marcelo, Ike. Ce sont des plans que nous partageons pour que d'autres personnes puissent utiliser les bonnes pratiques. Si on le faisait comme ça à travers les technologies numériques, ce serait très difficile. Évidemment, ça doit être avec de la transparence, comme Leire, Marcelo, Adik. Ils devront partager les indicateurs qui facilitent pour d'autres atteindre les mêmes objectifs marqués par les politiques qu'ils présentent. Et ensuite, il y a la partie la plus importante, ce qui est essentiellement différent à cette époque, qui est l'accélération des processus. L'accélération, tu l'as mentionné, Gustavo, au début. L'accélération des processus est quelque chose qui n'est qu'un concept, n'est pas un temps. C'est quelque chose qui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et aussi de la programmation quantique, change absolument. Ne pas seulement que ça change tout, mais d'une manière très accélérée. Et les changements qui pourraient être avec la COVID, des outils simples comme ceux que nous utilisons maintenant lors de cette vidéoconférence, les changements avec l'intelligence artificielle peuvent se multiplier par 100, par 200, par 3000 de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que les systèmes apprennent, les systèmes stockent les données, les systèmes les traitent et ils sont très devant à ce que l'évolution sociale et communautaire génère. C'est pour cela que je crois que, et je profite que la plupart de ceux que vous êtes ici, vous travaillez dans l'administration publique, je profite pour vous dire que j'ai passé 30 ans dans l'administration publique et que je suis fonctionnaire public. Je sais de quoi je parle et je le sais très bien et j'ai eu des postes de responsabilité de plus bas ou plus haut. Il y a une brèche entre ce qu'il est dit et ce qu'il est fait. Et avec l'intelligence artificielle, le rôle de l'administration dans l'actualité, nous avons le risque de différencier davantage la réalité de la ville, de l'administration publique ou des politiques publiques. Et il y a une échelon chaque fois plus haut dans cela. Où est-ce que je mettrai l'accent? Je crois que l'administration publique ne doit pas faire du développement, de l'innovation, du développement économique. Elle doit faire des politiques d'innovation interne. Et si là, ça c'est déjà trop. Elle doit fournir des services publics de qualité liés à la santé et surtout à l'éducation. Très important en ce moment, l'intelligence artificielle remplit nos vides et nous ne nous en rendons pas compte. Le rôle de l'éducation publique pour la socialisation des aspects que l'intelligence artificielle place dans nos vies, parce que nous savons
pas que dans nos vies agit l'intelligence artificielle de manière naturelle et nous ne le remarquons pas. Mais dont nous parlons aujourd'hui ici est analysé comme un système d'intelligence artificielle qui prend des catégories, des dialogues, qui fait qu'elle sache de quoi on parle et le système interprète de quoi on va parler à l'avenir à partir de nos conversations actuelles. Ce qui peut faire peur ou peut sembler de la fantaisie, c'est une réalité. Si nous allons à la situation actuelle, selon l'OCDE et le G20, les emplois que l'on va perdre au cours des prochaines 8 années, seulement les prochaines 8 années, c'est 76 millions de postes de travaux qui sont très répétitifs, dont plusieurs sont au sein de l'administration publique. Mais par contre, nous disons que 133 millions d'emplois vont être générés. Par contre, 133 millions d'emplois, de postes de travail qui n'ont rien à voir avec les 77 millions que l'on perd. Pourquoi? Parce qu'ils sont répétitifs. Par exemple, pour faire un rapport, faire l'accomplir, qu'il passe tous les processus, cela n'apporte pas de valeur à la société. Cela est fait automatiquement. L'intelligence artificielle le fait automatiquement. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour regarder ces processus. Donc, l'éducation est fondamentale dans ce sens pour créer de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour les plus jeunes, pour leur apprendre quelle est la réalité avec le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'on a laissé derrière les problèmes éthiques et philosophiques de la société? Non, au contraire, les philosophes sont sûrement ceux qui ont le plus à dire à propos de l'intelligence artificielle, de la priorisation d'éléments liés comme dans une voiture autonome où des milliards de professions vont disparaître par rapport liés au transport et à la mobilité. Mais par contre, une voiture autonome devra décider s'il voit un obstacle, s'il doit prendre une décision en quelques secondes, vers où elle prend cette décision. Elle doit renverser 2 personnes et il ne peut pas faire autrement. Laquelle des deux il va renverser? C'est la droite, c'est la gauche, c'est le centre. Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre à travers les nouvelles professions qui impliquent la pensée, entrer dans des problèmes spécifiques, des problèmes éthiques liés à l'humanité. Et ceci est associé à l'éducation. Et là, l'administration joue un rôle très important, très important. Pourquoi? Parce que en 2035, qui est dans quelques minutes, 50% de toutes les forces de travail vont changer. Il faut dire que personne ne va maintenir son emploi. 1 sur 2 emplois sera conservé et le reste des postes de travail vont disparaître. Cela va être, à mon avis, le changement le plus grand subi par l'humanité dans toute son histoire. Nous faisons face au plus grand changement auquel nous devrons faire face. Et l'administration publique en doit être consciente, très consciente du chemin que les choses vont prendre. Et il faut s'anticiper à ces changements. Et qui s'anticipe à ces changements? Les entreprises privées? Qui? Les entreprises américaines, les entreprises chinoises, à travers quelque chose de très simple. La Chine et les États-Unis sont en concurrence pour l'intelligence artificielle. La guerre avec Huawei de l'époque antérieure américaine était clairement centrée sur cette voie. Pourquoi? Parce que à présent, vous aurez sûrement entendu dire du pétrole. Les données sont le combustible de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la meilleure définition que nous pouvons donner des données.
Et qu'est-ce qui se passe? Que la Chine, avec le nombre d'habitants, c'est une source de données sans précédent pour le développement de l'intelligence artificielle. Les États-Unis également, parce que les États-Unis ont beaucoup plus de connaissances sur le développement du logiciel pour construire ces outils. Donc, qu'est-ce que l'administration publique doit faire là-dessus? On ne peut pas placer des portes à la campagne. Cela ne fonctionne pas. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. La technologie est un accélérateur si important que n'importe qui peut le comprendre, comme par exemple quand la voiture est arrivée à New York. Les premières voitures Ford, quand Ford a fabriqué les premières voitures et les a placées sur la 5e avenue à New York, près de Central Park, où il y avait les voitures à chevaux. Et là, il y avait des manifestations de ceux qui fabriquaient les chariots, ceux qui fabriquaient les ferrures des chevaux, parce qu'ils allaient perdre leurs travaux. Et donc, regardez que dans cette transition, du point où on a enlevé les chevaux et la voiture est arrivée, 30 années se sont écoulées. 30 et 40 années. Combien de temps va s'écouler jusqu'à ce que l'intelligence artificielle occupe toute notre vie? Quand nous parlons des lignes aériennes à travers le WhatsApp, quand nous parlons avec les compagnies, ils ont des robots qui répondent. Il n'y a pas des personnes. Quand nous cherchons sur Google, c'est une recherche à travers l'intelligence artificielle. Combien de temps va-t-il se passer jusqu'au moment où l'intelligence artificielle va occuper toute notre vie économique? Très peu de temps. Ce changement va avoir lieu en très peu de temps, en quelques mois, en 3 ans, 5 ans. Ça dépend beaucoup de nous, de ce que nous serons capables de faire. Et là, l'administration, où elle reste à l'avance, où la réalité l'écrase et il se passe des choses comme la création d'une brèche encore plus ample entre ce qui se passe dans la société et ce que l'administration est capable de faire pour répondre. Ça, c'est une polémique que je pose. Francis, tu as fini avec une polémique. Tu m'entends, Juan Francisco? Tu as fermé ta participation avec une polémique qui nous fait penser. Donc, bienvenue. Bienvenue et merci de ton temps, Juan Francisco. Maintenant, si vous êtes d'accord, nous avons informé. Si quelqu'un a des questions dans la salle ou veut faire des consultations aux orateurs, c'est le moment. Si vous n'avez pas encore de consultation, j'en ai quelques-unes que j'ai notées ici. Je vais profiter de l'opportunité pour les faire, pour vous les proposer, pour que vous puissiez penser. Je passe cette question à qui voudra la répondre, mais ma consultation est la suivante. Quel obstacle considérez-vous comme principal au moment de développer des solutions, des entraves de normatives, mauvaise priorisation du gouvernement local, manque de coordination entre académie et sciences, entreprises et gouvernements, ou manque de capital de risque? Je sais que cette question peut y avoir des composants de tous, mais si vous voulez, si vous avez des idées. Si vous me laissez, je continue. Je pense qu'il y a des choses importantes que nous avons tous en clair. Il faut qu'il y ait un pacte public-privé
Il doit y avoir un pacte de la même chose que s'est passé lorsqu'il y a eu la révolution industrielle. Il doit y avoir un nouveau pacte social. Et cela se passe par mettre sur table tout cela. Ça doit être un pacte social du point de vue d'où va l'être humain par rapport à l'intelligence artificielle. On a créé une association d'entrepreneurs technologiques qui veulent freiner le développement de l'intelligence artificielle sans frein. Parce qu'ils disent que c'est comme un véhicule qui va à toute vitesse, qui n'a pas de frein et qui n'a qu'une accélération. Donc, il doit y avoir plus un contrepoids social pour établir un nouveau pacte pour l'utilisation de la technologie, surtout si on pense à comment est l'être humain. Vous avez vu qu'il y a à Netflix ou sur d'autres plateformes, il y a de plus en plus de séries qui peignent la réalité de l'intelligence artificielle et c'est à portée de main. Vous savez, les robots vont occuper notre vie. C'est quelque chose que l'on sait. Si on ne le fait pas comme l'humanité l'a fait, et cela impactant nos situations, je pense qu'on n'arrivera nulle part. S'il y a d'obstacles, en Espagne, par exemple, personne ne va les trouver en Finlande, par exemple, ou ne va pas les trouver à Singapour. Parce qu'aujourd'hui, Internet, même l'Internet n'a pas de frontières. Et la priorisation du gouvernement local, les gouvernements locaux vont faire ce qu'ils peuvent. Alors, ce sont les gouvernements nationaux, les organisations supranationales qui doivent travailler à ce sujet. On devrait éliminer les bureaucrates pour que cela n'arrive, pour que ce qui se passe avec la pandémie ne se passe plus. Il doit y avoir une union entre la recherche et l'entreprise, par exemple. Et un manque de capitaux, le capital va où il y a la rentabilité. Et là, il y en a. Donc, pour le développement soutenable, pour la transition écologique, pour la révolution verte, il y a beaucoup de capital disponible. Ce qu'il manque, c'est des projets qui soient capables de développer tout le capital disponible pour cela. Parce qu'on est tous intéressés à accomplir les accords de Paris ou la conférence du COP25. On a des intérêts à que cela soit respecté parce que c'est l'avenir. Il y a beaucoup d'argent disponible pour cela. Et cette collaboration publico-privée doit être essentielle, devrait être essentielle. Là, j'ajoute, Juan Francisco, les expériences à Amsterdam ou dans d'autres villes de pilotes rapides à faible coût pour tester des projets. C'est une très bonne manière pour escalader. Marcelo disait ça. Ce n'est pas peut-être les grands méga-projets, mais essayer des processus et des solutions qui servent aux citoyens, des services rapides et efficaces. Peut-être je vais essayer de provoquer la politique, par rapport à la politique de Juan Francisco, je ne vais pas questionner rien de ce qu'il a dit. Bon, mais pour répondre également à Gustave, il y a également 30 ans que on disait qu'on allait tous habiter la Lune, mais nous, on n'habite pas la Lune, on pensait aux robots, mais ça n'est pas arrivé. Donc, ceci va à une vitesse beaucoup plus grande, exponentielle. C'est pour cela que nous parlons de transformation. Mais je crois, à mon avis, que le grand driver de la transformation numérique est la citoyenneté.
Et je mets comme exemple ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment, ce qui s'est passé pendant les dernières années, derniers mois, à cause de la pandémie. Nous sommes habitués à faire beaucoup de choses d'une manière numérique qui n'est pas exactement la transformation numérique, mais de manière numérique. Des choses que nous n'aurions pas pu faire il y a 15 mois. Et en tant qu'administration, Juan Francisco, je crois que l'administration, si maintenant nous avons la transformation numérique dans toutes les administrations comme numéro 1, comme la première priorité, c'est parce que nous sentons cette pression de la citoyenneté qui n'existait pas ou que nous ne sentions pas il y a 2 ou 3 ans. Un exemple bête. Je crois que quelque part, nous comprenions que pour faire des démarches administratives pour déménager, il fallait prendre le matin pour faire des démarches. Aujourd'hui, la citoyenneté ne vous permettra pas de faire ça, de leur demander de faire ça. Ça ne leur plaît pas. Et cela arrive avec les citoyens qui demandent aux administrations de faire tout. Je ne sais pas s'ils comprennent bien la différence entre télématique et numérique. Ce n'est pas la même chose de faire en tapant qu'en générant des données, des informations de manière numérique, qui n'est pas la même chose que remplir des questionnaires. La question des questionnaires, nous sommes habitués. Mais maintenant, la question de génération des données, de la part de la numérisation. Et comme vous avez tous parlé de l'importance des données. Et je crois que ça, c'est un sujet où les gouvernements, nous avons le rôle de sensibiliser les citoyens du risque de l'utilisation des données. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons encore pas vu, nous ne voyons pas le danger d'envoyer notre numéro de document à un ami à travers WhatsApp pour qu'il fasse une démarche pour nous. Mais je ne parle pas d'accepter des cookies chaque fois que nous acceptons. Nous n'avons pas de problème à accepter l'utilisation de nos données. Mais ensuite, à l'administration, nous avons une difficulté. Je ne sais pas si des entraves, des auto-entraves que nous nous posons et les citoyens n'aiment pas tellement que l'administration dispose de leurs données. Donc, le grand rôle des administrations avec la collaboration publique-privée dont tu parlais tout à l'heure, c'est faire comprendre les citoyens que la propriété des citoyens, que leurs données sont à eux et que nous, les entreprises, nous prenons ces informations, ces données, mais ces données, ces informations leur appartiennent. Il y a des gens qui pensent que les données bancaires appartiennent à la banque, que ma déclaration appartient à l'économie et que le papier, mais moi je vais décider à qui je vais partager, avec qui je vais partager cette information. Alors que nous nous trouvons tous dans une phase où nous croyons que la propriété des données est à nous et que nous générons toutes ces données à travers différentes méthodes et systèmes et que nous fournissons ces données aux citoyens. Donc, le mode comme cela change le rapport des citoyens avec nous, l'administration, c'est l'un des obstacles ou des défis pour la compréhension de la numérisation dans la mesure juste. Et en revenant à la première question, aussi pour comprendre tout et pour minimiser les risques de l'inégalité générés par la numérisation. Là, je me centrerai sur ce changement de mentalité par rapport à la propriété des données dans la citoyenneté. Leïla, merci d'avoir partagé. Ike, est-ce que tu voulais faire des commentaires? Tu m'entends, Ike? Yes, I can hear you. Yes, sorry. Oui.
Je m'excuse, I think il y one of the avait du retard. main points Je pense qu'un des principaux just has been introduced that it's points, about cela a été sovereignty, déjà dit, that you at least mais sur are la able to, souveraineté, le fait think about the qu'on decisions you'd puisse like to make and actually penser be sur able les to do so. décisions que l'on And of veut course, in a prendre connected world, et avoir that's l'occasion de le really faire, hard to et do bien so, sûr but être connecté avec un monde no, we're not on the avec moon yet, lequel il est every one difficile of de le us. faire. But in just Mais a few non, on n'est years, pas everyone is sur using la the same Lune, mais en digital quelques tools. années, We're dans using quelques Zoom, années, and it wasn't on nous the survey, allons so utiliser les that mêmes goes pretty outils rapidly. So when you're talking about numériques parce que, bon, il n'y avait the pas de question, choix, is it donc about regulation? Is it about funds? And of course, yes, la it's about question everything. But it's also about est sur what role normative, could we fonds, take? And I think mais that's aussi about sur le rôle que l'on the political aspect that que l'on peut we avoir, take. We les want aspects sovereignty. politiques. Digital is not only just a Si on thing, veut cette how souveraineté, we que le live numérique together. n'est It's about the pas quality of life, simplement une chose, etc. c'est comment And on it's also vit, about c'est notre qualité de vie. how do you Et il s'agit finance aussi alternative de solutions. comment So maybe we financer toutes ces solutions. we can On become lead peut buyers peut-être as local governments or nous countries convertir to ensure en that you've usage got an des alternative leaders for comme WhatsApp. gouvernement So it's not only about et that avoir un being choix. against Amazon or so, WhatsApp it's about being able to n'est choose pas and being simplement able être to contre ship. Amazon, mais de pouvoir One choisir et example we're partager. facing in Amsterdam is that Un exemple que l'on a à Amsterdam, some companies like Google c'est don't know qu'il y more a des about entreprises the comme quality of Google our qui ne streets than we savent do pas because sur la the Google qualité de cars nos are driving rues around. Do we invest comme a nous, few parce que million a la year voiture to de drive Google around and conduit gathering un the peu data partout dans ourselves? la ville. It's a budget we're not used to Et spend. So it's a c'est un new thing. budget que nous So I n'avons think pas. when it's about the things, two C'est things we quelque can have chose de nouveau. a Donc, political c'est perspective of sovereignty, une ou deux making sure that choses. you want to choose. The other one C'est is avoir une making sure the perspective digital is not politique free de cette and the tools you use souveraineté are et not prendre free. en So you compte have to que ces invest outils as ne sont government pas as well gratuits. Il faut que to les create that gouvernements data and not investissent depend on pour créer ces données organizations who can just pull the plug. et qui And ne there are a lot of dépendent cities pas dans worldwide who d'autres just organisations stop comme moving cela se passe dans when it comes d'autres to villes. mobility or all kind of other sectors when some companies pull the plug. And that scares me. And I think that's an important Et thing cela, vraiment, cela me to solve. fait un peu peur parce que je pense qu'il faut le résoudre. Muchas And I think gracias. Marcelo has the answer because has an answer. Sí, C'est- le doy la je pense palabra que a c'est ma Marcelo. réponse. Me aguardas un segundo, le doy la Tu palabra a m'attends, je Sara donne Kostic, que la también levantó parole la à mano. Sarah. Sara, ¿me escuchas? Tu m'entends? Después voy con vos, Marcelo. Après, je vais avec toi. Estás muteada, Sara. No te Tu es en sourdine, Sarah. On ne t'entend pas. Ahí. No. No te Ahí le- escuchamos, Sara. Ahora Gustavo, escucháis. Ahí sí. Muchas gracias. Oui, maintenant, oui, Ahí merci. Gracias. Merci beaucoup. Bueno, en realidad ya Leira tomó el En punto réalité, que iba a Leila decir. a Yo creo traité le point que je voulais el aborder. tema hoy, una Le participante sujet en otra sesión aujourd'hui, dijo, la une autrice digital es dans como notre el forum tren a del dit siglo XIX. que la Cuando transformation hicimos numérique est comme le trenes en train du Argentina, XXe siècle. Conectábamos el territorio Quand y ahora tenemos nous que avons conectar fait todo el des territorio trains otra vez. en Y Argentine, es un buen c'était pour comparativo connecter le también territoire et porque maintenant nous yo creo connectons que le en los territoire ejemplos autrement. particulares Je de crois que dans les Amsterdam, se exemples ve que si particuliers ese tren d'Amsterdam, es hecho on por un voit privado que si ce y es train una est política fabriqué par un privé privatizada et que dice, s'agit yo d'une tengo un politique tren, te lo vendo y privatisée qui vamos, dit j'ai un train, je te le obviamente vends, allons-y. todos nos podemos Oui, et imaginar évidemment, nous pouvons tous cómo imaginer irían esos trenes comment y lo ces podemos trains vivir. Yo hablo aquí marcheraient. desde CLU de Et moi, España, je donde hemos parle vivido, por depuis ejemplo, CGLU el en tren y Espagne, la, où nous avons vécu en Europa, le train. que cuando es muy Et en Europe, privatizado, el quand desarrollo del tout est territorio que sigue es privatisé, absolutamente le exclusivo. territoire suivant est Entonces, exclusif. me parece que esa Donc, parte il me semble que la partie d'avoir des attentions dans les politiques avec un regard public est clé. Et je crois que Leila, dans sa présentation, Leila, dans la partie des infrastructures,
Et dans la partie utilisation des données, les approches sont très pareilles. Et ça, c'est un peu les sujets sur lesquels nous devons mettre l'accent. Pour moi, ma question, ça c'est la question pour les participants, parce que nous avons déjà fait un atelier avec d'autres membres d'Amsterdam et cela est très inspirateur pour les villes argentines en concret et de l'Uruguay. Il est inspirateur de penser de cette manière. Parce que la clé est rassembler les différentes perspectives d'une politique. Donc, ma question est, quelles sont les pièces qu'on apprend de l'autre pour profiter que nous avons ce panel avec différents acteurs de différentes régions? Merci. Merci, Sarah. Donc, moi, je suis d'accord que le sujet opération est non pas réinventer la roue, comme nous disons en Argentine. C'est très important. Il faut apprendre de ce que l'on fait ailleurs. Marcelo, est-ce que tu m'entends? Je te donne la parole. Merci. Merci. Je voulais simplement faire une collaboration ponctuelle et c'est une perspective d'expérience que l'on a, comme on a travaillé avec différents gouvernements de politique d'Amérique latine. Il y a des gouvernements, c'est la priorité, ou d'autres non. On parle d'un univers hétérogène. Il y a des villes comme Amsterdam, comme d'autres villes en Espagne. Il y a des villes en Amérique latine aussi, comme Cordoba. C'est la transformation numérique et l'utilisation. C'est l'axe. Et c'est là qu'ils font tous les efforts pour s'habiliter, pour autoriser. Et il y a des problèmes. Mais il y a aussi un grand univers de villes qui donnent leur premier pas dans cette direction. Et il y a toujours un problème d'agenda au niveau du gouvernement local. La technologie, c'est un agenda à part les autres. C'est un instrument pour la promotion du changement et c'est un agenda complémentaire. La technologie et l'innovation, c'est un outil pour le changement. Ce n'est pas exactement une idée qui soit disséminée dans le contexte des administrations locales de la région. C'est pourquoi, et c'est là je renforce un peu l'idée des laboratoires d'innovation à faible coût, un peu pour convaincre les gens et disséminer cette idée de que les nouvelles méthodologies et les nouvelles technologies puissent autoriser des changements et engendrer de l'impact. Et aussi, c'est un défi de monter un peu. Ce n'est pas très simple et il y a un sujet de capital de risque. Et je félicite les collègues de Cordoba pour avancer sur ce qui est un fonds de ville intelligente pour ces besoins. Et c'est un peu par rapport à ce sujet. Il y a un manque d'idées des gouvernements nationaux. Les gouvernements ont une situation fiscale assez faible et ils dépendent des transferts des gouvernements pour et ils dépendent aussi des agendas du gouvernement national et des gouvernements. Et parfois, la transformation numérique, c'est sujet de discussion de l'agenda au niveau national. Et c'est un défi complémentaire que l'on doit débattre, dans le sens que c'est important que la promotion du gouvernement économique local passe par la priorisation des agendas au niveau national. Merci. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que Marcelo disait, à la première réflexion sur les agendas. Je vais être un peu honnête. Et la numérisation, la technologie, ce sont des sujets très transversaux. Et les administrations publiques, nous gérons
on gère très mal la transversalisation. On parle des agendas 2030, etc. Je suis d'accord. Avant, Sarah demandait sur les bonnes expériences quand on essaie de voir comment d'autres gouvernements visent à la numérisation, la visée technologique. Nous ne l'avons pas résolu, ce n'est pas encore réglé. Moi-même, dans ma présentation, j'ai parlé de notre budget et le budget qui est dans d'autres secteurs du gouvernement parce qu'il est difficile de voir c'est un sujet transversal qui n'a rien à voir avec mon domaine, éducation, tout ça de la numérisation. Et on termine de voir un grand projet de numérisation du pays qui a l'impact ensuite. Nous l'avons fait dans notre stratégie, mais le déploiement de tous les domaines d'application ne correspond pas à notre secteur de gouvernement, mais chacun va les déployer et peut-être dans les gouvernements, il manque, que ce soit locaux ou des villes, il manque des mécanismes pour pouvoir gérer cette transversalité parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de domaines qui sont transversaux. Alors, on va arriver peut-être à avoir des présidences de gouvernement pleines de transversales qui ne gèrent des budgets, qui ne gèrent et la transversalité amenée à la limite. C'est difficile à gérer. Donc, ce qu'on fait, c'est prioriser. Mais il est vrai que les priorités sont tellement que ça dépend des points de vue que l'on les voit. La manque de gestion des transversalités des agendas. Très bien, Léla, merci. Juan. Maintenant, oui. Je suis complètement d'accord et je remercie Léré. Au nom de tout le monde, son honnêteté pour reconnaître ceci, je le partage absolument. Ce qu'elle a dit également, et je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. Quand nous voyons par exemple le niveau de transformation numérique du monde entier dans les secteurs d'activité économique, nous percevons que le système financier est celui qui se trouve à la tête. Peut-être, ils disent, c'est peut-être parce que c'est plus facile, mais le système financier, si nous analysons chaque secteur, que je ne vais pas faire de la publicité. Le BBVA, c'est très différent, qui a tout dans une application, à ceux qui font une caisse d'épargne, qui est encore dans le transfert de fonds. Donc, malgré ça, dans chaque secteur, dans chaque activité économique, il y a beaucoup de différences. Le secteur de l'agriculture, de la chaîne agroalimentaire, a 5% des besoins de transformation numérique. Si nous comprenons par transformation numérique, non pas ce qu'un entrepreneur ou un politicien comprend, ou quelqu'un appartenant à une autre génération. Et ce serait un autre débat par rapport au remplacement générationnel dans l'entreprise et l'administration pour une utilisation naturelle. Mais l'administration doit incorporer, lorsqu'un processus change, donc la donnée devient numérique pour rendre transparent ce que l'on fait. Donc cela peut être vraiment transparent. Cela rend les données transparentes parce que l'administration a différents points. Le recyclage des employés publics.
il faut avoir une grande formation pour les recycler. Nous ne pouvons pas demander les gens de changer si nous ne les formons pas pour faire ce changement. Deux, la modification de l'accès à la fonction publique. En Espagne, au moins, on fait des positions qui sont très mémoristiques, ne sont pas faites en fonction des capacités à la différence d'autres entreprises, qui sont faites pour accomplir différentes activités. Et les résistances corporatives sont énormes dans ce sens. Nous trouvons que le noyau fondamental des fonctionnaires publics, avec le secret, dans les administrations publiques, sont celles qui plus s'opposent à ces changements, parce qu'il semble qu'elles gardent l'essence de ce qui doit être public. Donc, une technique d'innovation d'une mairie peut avoir plus d'idées du public, mais la corruption nous a amené à maximiser cette question ou à généraliser cette question pour tout le monde. Mais nous devons tous penser que c'est la gestion des fonds européens, le plan de récupération qui va être géré en Europe par les administrations publiques, surtout dans les pays du Sud, où l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal seront les plus grands bénéficiaires de ce fonds. L'Espagne a un historique des dernières années qu'il a cessé de gérer 60% de fonds européens parce qu'il n'a pas été capable de les gérer depuis son administration. Ça c'est très grave. Et cela indique que les fonds qui vont arriver, par exemple 140 000 millions d'euros pour être dépensés avant l'année 2025 en Espagne, cela veut dire que soit l'administration publique change ses méthodes, cela va faire que les pays ne puissent pas les dépenser. Avec toutes les personnes qui ont souffert la pandémie, seulement parce que l'administration publique n'est pas capable de réaliser ces tâches de gestion. Et ceci est essentiel au développement de notre société. Excellent, merci Juan Franco. Ike, tu voulais nous dire quelque chose? Yes, I was triggered by the point Jean made. J'étais inspiré par les mots de Juan sur les fonds de récupération et cette opportunité que nous avons de traiter ce sujet. Et je pense que c'est l'un des points et je crois qu'ils vont devoir regarder les défis des pays bénéficiaires. Mais dans toute l'Europe, nous devrons penser à ces aspects et je préside cette organisation des droits numériques et maintenant dans le cas de l'Estonie et d'autres pays, d'autres villes comme Milan, je pense Belgrade aussi, elles ont toutes évolué pour l'inclusion des technologies alternatives ou de nouvelles infrastructures. Et je trouve que c'est une grande opportunité pour travailler ensemble. Mais la réalité, cela dépend de qui prend la direction dans chaque ville, que ce soit les académiciens et qui vont signer ces accords pour les différentes contributions. Nous devons travailler là-dessus ensemble et ce type de projets doivent encore évoluer. Nous pourrions rassembler encore plus de villes pour qu'elles travaillent ensemble. Et donc, cela peut arriver depuis les fonds européens, mais aussi de la part d'autres investisseurs, indépendamment, qui fait l'apport.
nous pouvons penser à un niveau encore plus global. Il y a des Les- liens que nous avons ajoutés. Excellent. Si vous êtes d'accord, comme nous avons le temps juste, nous sommes mis d'accord avec Paula à donner 2 minutes. Donner 2 minutes à chaque participant pour fermer. 2 minutes, Leire. Il y aura 2 minutes pour chacun. Et nous fermerons l'activité. Leire, si tu es d'accord, nous t'écoutons. Je vais peut-être faire une fermeture coordonnée. Le débat a été très bon. Il y a eu plus de débats. Et on a, pour reprendre ce que tout le monde a dit, des choses qui ont été dites. Il y a eu 2 ou 3 idées que je trouve importantes et que je dois les dire. Par rapport au commentaire de Juan, la Chine, les États-Unis, l'avancée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des doutes que cela est vrai? Mais je veux rompre la lance en faveur de l'Europe. Nous sommes peut-être en retard, mais je crois que l'Europe, et on fait beaucoup d'efforts, l'Europe doit avoir son propre modèle, le modèle américain. Je ne l'aime pas, le chinois, je ne l'aime pas non plus. Aujourd'hui, nous avons parlé d'inégalité, de droits, et je crois que l'Europe, comme dans d'autres thématiques améliorables comme les droits de l'homme, la fin des guerres, je crois que c'est le modèle avec lequel nous devons nous sentir identifiés, que nous devons défendre. Donc j'ai l'espoir que peut-être tard, mais plus tard que les États-Unis et la Chine, mais je trouve que l'Europe doit avoir son propre modèle. Et puis pour fermer ces approches des transformations dans le secteur numérique, nous sommes préoccupés, très préoccupés, et nous trouvons qu'il est très important l'accès à la technologie. Il faut que l'offre et la demande aillent ensemble. Cela ne veut pas dire un rythme lent, mais cela veut dire que l'offre est très avancée. Et l'offre n'est jamais très avancée s'il n'y a pas de demande, et la demande ne sera pas très avancée s'il n'y a pas d'offre. Donc ce sont 2 processus qui s'alimentent l'un l'autre, et depuis le public, dans l'offre et la demande, il est important que nous essayions de le faire à un rythme posé, avec un certain équilibre entre l'offre et la demande, parce que nous pouvons vouloir monter, aller plus loin avec de petits projets pilotes, mais si l'un et l'autre ne vont pas ensemble, ceci peut constituer un risque. Ça, c'est tout. Merci, Gustavo. Merci pour ton temps et tes idées. Marcelo, avant tout, remercier. Je suis très ému d'avoir ces espaces de débat. Après, je sors très inspiré, surtout ici en Amérique latine. Je vous laisse que 3 messages. Je crois qu'il n'y a pas un retour en arrière. Là, on débat les obstacles pour avancer, et que la décision pour le numérique et l'utilisation des données pour le développement local est un impératif. Mais il faut convaincre quelques gouvernements sur ces bénéfices de l'agenda de transformation numérique et des espaces comme celui-ci. Et les produits de connaissances sont de très bons mécanismes. Outre les innovations à faible coût qui vont aider les gens, pour que les gens pensent que technologie, ce n'est pas rendre compliqué, c'est mieux le faire de manière simple, et c'est ça l'innovation. Et il y a encore un espace en ce qui concerne les stratégies au niveau de la région. Beaucoup de grandes villes et des villes de la région ont ce processus de transformation numérique un peu structuré. Il y a beaucoup d'espace pour cela. Et il faut mettre les efforts. Ce n'est pas un sujet spécifique pour les pays en développement. C'est comment faire ces stratégies.
Et c'est tout. Ici, on est toujours disponible pour cet échange ou pour la collaboration des projets. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Très bien, Marcelo, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta participation. Le regard de la CAF aide et complémente. Aïk, tu es là? To close the debate, I think it's good to. You can. C'est intéressant. Yeah, you can hear me, right? There's an echo. So yeah, so sorry, the echo was there. When there's a continuous echo, it's no problem. To closing remarks, I Il think y a un écho, je vais what I continuer. Je started with considère was the bottom line, the Cities Coalition for Digital Rights. I think we should never avec la forget to work numérisation, on je those pense topics, que nous access to ne internet. devons And pas I'm oublier really d'aborder ces happy that sujets-là. the discussion Accès evolved. Internet. Je pense que la discussion a évolutionné. What are the obstacles for taking Quels a sont leap les forward? obstacles Or what kind of cities do pour we want to be? avancer? We still have to Quelle- work on the bottom line, access to internet, Dans access to knowledge, etc. quelle ville on veut devenir, l'accès Internet, And la technologie. Everyone has to fix it themselves. But the second part, and that's what most of my On days veut- and most of my work toutes is les villes about. It's doivent about innovation and how can we doivent take the next accroître. step. Et That's ça, c'est where, mon travail, c'est l'innovation. topics like the recovery funds come in. How do we work together on Les fonds that pour la on a basic récupération, level, but how do we comment want to- how can we travailler shape the cities, depuis we la like base, to have? And comment I'd like to give you one on example. peut former We've got, ou a être la Dutch ville que l'on veut faire. site where if you want to buy a house, you always go to this Si on veut website. acheter It's une called maison, Funda in Dutch. on va aller dans un site web. Everyone starts looking at a castle or at a large house. But if you ask people Personne where ne they want to cherche live, un château, they une grande always maison. Mais si on buy, demande où est-ce qu'on veut où est-ce que vous voulez habiter, just a house like I've got. ils répondent But when you start looking, you always look at the c'est pictures, quelque chose places you d'intermédiaire. really Mais wanna quand on cherche How do we start a des conversation maisons like de this? rêve, Everyone is comment on already commence une conversation leveling comme cela? on, Tout le monde s'équilibre so how dans do you des capture accords, the etc. dreams? One Comment experiment on or obtient thing we're working on in les Amsterdam rêves? is, L'une des expériences sur what the lesquelles on website travaille à did, Amsterdam, they did an eye tracking on your eyes, and everyone who was searching for le houses, site web a what are un the things you'd détecteur like from dans a les house? yeux et ceux qui People cherchent un like foyer a large living demandent room or qu'est-ce large que vous windows aimeriez or, d'un château, une grande green maison, une outside grande of your balcony. fenêtre, des espaces The verts, same, un system, balcon, same technique d'avoir un we balcon à use to côté. design, C'est le même or we're système. starting on to design neighborhoods. C'est le même So if système you que l'on use, l'on interaction with utilise people on the pour streets or dessiner les new quartiers. ways of, Si on retrieving utilise data, cela you get pour new insights voir on de what nouvelles people truly manières want. And I think, d'avoir for me, des it was an données, eye-opener because you always something in on between. peut People savoir ce always, que les personnes think veulent what really- vraiment. what's possible, Parce etc. que But cela, knowing what people really on want, doit then you get a penser different kind of ce discussion. qui est And that's- possible. Savoir I ce think que les that's the third personnes part we need in veulent this vraiment, conversation, c'est and that's vraiment un where, nouveau débat. institutions Et il like faut ajouter à CIT cette or conversation other comme innovation troisième units come partie in. dans le monde des I do think et that de l'innovation, digital rights, bottom lines are really important, but we should start also with dreaming. ce qui est important, mais this il website, faut commencer à penser um, quels sont les rêves. capture Ces the sites dreams web of what houses people capturent wanted to les buy. rêves They use this data des of millions of people foyers, looking at these photos, des and they actually des built, foyers que les if you personnes veulent wanna look acheter at it, it's in et English, engendrent, Funda quand on les House, it's voit, called. They designed a house based on that data, and it's impressive. et It's the house dessinent you wanna une live in. maison So what if we do that with sur la neighborhoods base de and ces our données. cities? C'est And I vraiment think we can do that incroyable. at cities ourselves. So C'est I'm talking Alors, with a ce lot of qu'on people fait, about digital twins and je all kind parle of avec new beaucoup 5G, de etc. gens But, sur la we took the numérisation, fun out of it. etc. And it's important that we Mais je use those sais dreams, capture qu'ils those dreams, disent and from that que perspective we start building. And then l'amusement we take in a account été arrêté. that Si on tient compte des Marcelo rêves et on what commence said, à the partir way de we do là, à it, that's partir de ce que about Marcelo a sovereignty. dit That's about et les giving autres people power over their expositeurs, own il data, s'agit de etc. donner aux And I think gens that's le pouvoir d'engendrer. well, Et the je conclusions pense I think that those que are ce sont important les to make. conclusions que je peux Bottom line, apporter digital et qui rights, est important pour moi. designed Les from droits dreams. numériques, And I think that's possible. mais aussi dessinés à partir des rêves. Et cela, c'est possible. Gracias, Ike. Gracias, Ike. Están haciendo cosas súper interesantes. C'est très aquí en intéressant Amsterdam. Tenemos ahí que ce profundizar ahora qu'ils con font à Amsterdam. todos los
Après, avec tous les liens que tu as passés, on peut approfondir cela. Jean-François, Juan Francisco, je sais, on sait que tu aimes parler, on va être très strict. Hola, ahora, ¿no? Salut, oui, je suis là, vous m'entendez? Merci et je partage beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à l'autonomisation des gens, mais cela peut être un rêve irréalisable en tenant compte qu'il y a des gens qui vont à l'avant. Je suis d'accord avec le modèle européen, mais l'Europe va trop lentement et doit s'approcher beaucoup plus des gouvernements locaux. Mais en tout cas, l'administration sera faite de la part de l'entreprise. L'entreprise, l'administration doivent faire des politiques non envahissantes qui n'endommagent pas le citoyen, qui ne soient pas non plus paternalistes, parce que l'administration a une tendance à être paternaliste, comme si le citoyen était bête et l'administration avait la vérité. Je crois sans doute que la copermanence de l'aide du gouvernement est importante, comme une espèce d'étincelle pour allumer. Oui, mais l'administration ne peut pas conduire et atterrir sur la Lune. Il faut construire la rampe de lancement. D'autre côté, par rapport au privé et au public, eux deux, ils ont un point en commun. Il faut surmonter ce défi par rapport à la citoyenneté. Les investisseurs publics et privés ont besoin de partenaires locaux. Et c'est là que les politiques publiques sont faites. Au local, c'est comme ça qu'on arrive aux citoyens. On parlait de concevoir une maison. Il faut concevoir les villes. Il y a des villes les villes sont très différentes des villes du reste du monde. Parce que les architectes, les concepteurs ont... C'est un travail essentiel qu'il faut faire. Donc, pour les entreprises et le public qui encouragent ces politiques, il faut encourager les opportunités commerciales liées au développement durable. Parce que les objectifs de développement durable ont mis d'accord à 192 pays du monde qui sont mis d'accord pour obtenir des objectifs de développement durable. Et nous devons le répondre au reste des pays. C'est un exemple de bonne pratique internationale parce que c'est l'origine de très bonnes politiques faites depuis la partie publique. Et en plus, l'entreprise et l'administration doivent fournir les moyens de coopération, des ressources humaines et technologiques. Plus de développement local, plus d'activités commerciales. Les entreprises auront une approche plutôt sociale et ça sera toujours très bon pour tous. Très bon. Je coïncide avec tes mots, Francisco. Excellent. Nous allons fermer l'activité. Sincèrement, pour moi, j'ai le plaisir de vous connaître et je vous propose de rester en contact par courrier électronique. J'ai beaucoup aimé le débat, les échanges et je veux remercier les 4 participants. Remercier Paula de la coordination préalable, remercier l'organisation et on se revoit dans un autre espace virtuel ou, dans le meilleur des cas, réel. Merci Sarah également. Merci à tous et à toutes. Au revoir, merci. Au revoir.